Camp de contrôle, on continue notre débat, puis s'il se passe quelque chose, évidemment, vous nous tenez informés, ma chère Vanessa. On est toujours en plateau ici sur France 24 avec nos invités pour parler du modèle français. Et ce soir, on a choisi de s'intéresser à la liberté d'expression. Avec moi, Chantal Delsol, philosophe et membre de l'Institut, et Caroline Fourest, qui est chroniqueuse, essayiste et chroniqueuse au Monde, qui est avec nous tous les mercredis. Et nous sommes maintenant en ligne avec Maître Jean-Yves Dupeux. Bonsoir et merci d'être avec nous dans Paris Direct pour parler de la liberté d'expression. Alors, on tombe juste avec vous, car la Cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui même la relaxe de votre client, l'écrivain Pierre Péan, ainsi que son éditeur, qui était poursuivi pour diffamation raciale et provocation à la haine à la suite d'un livre sur le génocide rwandais. Et votre consoeur du cabinet d'avocats disait c'est une victoire de la liberté d'expression. Alors, on ne va pas parler de l'affaire qui a été jugée en appel aujourd'hui, mais je voudrais qu'on essaye de définir sous l'aspect juridique, ce qui est votre spécialité, ce qu'est la liberté d'expression dont on débattait tout à l'heure d'une manière un peu plus philosophique. Oui, alors écoutez, la liberté d'expression, c'est, je dirais, le principe. C'est ce qui est affirmé dans tous les grands textes, c'est-à-dire une ère de liberté dans laquelle tout le monde peut s'exprimer, dire ce qu'il veut, proférer toutes les idées, les informations sur les uns, sur les autres, les opinions, les points de vue, tout cela sous la seule réserve de l'absence d'atteinte à la dignité des personnes ou d'atteinte à ou de dégradation des personnes. C'est une ère qui doit être très large, à l'intérieur de laquelle on doit avoir énormément de liberté, et pas seulement de la liberté pour dire des choses qui font plaisir ou des choses qui vont dans le sens de l'opinion générale, du consensus sans social général. Sans liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, disait Beaumarchais au XVIIIe siècle. Mais il avait tout à fait raison, et c'est aujourd'hui encore tout à fait d'actualité. On peut dire des choses qui hérissent, on peut dire des choses qui heurtent, qui choquent une partie de la population. On peut proférer des idées qui sont des idées originales, paradoxales, un peu rauques, un peu désagréables à entendre. Je vous dis, la seule limite, c'est l'atteinte à la dignité des personnes, c'est le caractère dégradant de tel ou tel propos. Donc c'est un droit fondamental, mais pas un droit absolu. C'est comme ça que les juristes résument la chose ? C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que tous les textes prévoient le principe d'une très grande liberté en France, mais il y a une limite au caractère absolu. Alors, restez avec nous, s'il vous plaît, encore quelques instants, Maître Dupeux, mais je voudrais faire réagir à cette définition nos deux invités en plateau. Caroline Fourest d'abord. Non, mais c'est vraiment important de bien distinguer effectivement l'attaque, l'offense même envers des symboles, envers des idées, avec l'attaque ciblée destinée à inciter à la haine envers des individus. On reprend l'exemple par exemple du groupe La Rumeur, qui pour moi est totalement injustement poursuivi. Effectivement, il dénonce des bavures policières, il les dénonce sur un mode violent, mais c'est violent aussi quand des gens se font abattre dans le cadre d'une injustice. C'est pas du tout la même chose que s'ils avaient fait un morceau de rap pour dire « Allez, on va tuer des policiers, allez, venez, je vous invite à tuer des policiers ». Là, ça aurait été normal qu'ils soient poursuivis et condamnés pour incitation au crime, incitation à la haine. Dénoncer des bavures, non. Pareil pour Marine Diaye. Elle critique, et d'ailleurs personne ne pense à la poursuivre, elle critique des corps heureux, elle critique des politiques, elle critique le gouvernement, elle critique la France de Sarkozy. Elle a évidemment le droit. Pareil pour Mahomet, on a le droit de dessiner, puis c'est pas pareil en plus les supports. C'est pas pareil un dessin qui a le droit à beaucoup plus de marge de manœuvre interprétative que des propos qui sont censés être précis. Si quelqu'un avait écrit « tous les musulmans sont des terroristes », il aurait été condamné à juste titre. Chantal Delsol, la définition juridique colle à la définition philosophique ? Je ne sais pas quelle est la définition philosophique, mais ce qu'il y a, c'est que la définition atteinte à la dignité d'une personne, c'est très vaste et je vais dire ça n'est jamais appliqué, parce que, ou alors peut-être dans de rares cas, il y a constamment dans la presse des atteintes aux dignités des personnes, constamment, non ? Vous ne croyez pas ? Maître Dupeux ? Alors, l'atteinte à la dignité est considérée par la jurisprudence, puisque c'est la jurisprudence qui fixe ça, comme
comme un fait qui est extrêmement grave. Il y a un exemple qui a été jugé d'atteinte à la dignité des personnes, c'est la publication, c'est déjà assez ancien d'ailleurs, mais c'est la publication par le journal Paris Match, je crois, de la photo du préfet Erignac baignant dans son sang. Après son assassinat en Corse. Après son assassinat à Ajaccio. C'est quelque chose, vous voyez, à titre d'exemple, ça a été jugé attentatoire à la dignité. En revanche, et je critique d'ailleurs cette décision, mais en revanche, si vous vous souvenez bien, la photo d'une femme qui était blessée, presque déshabillée à la suite d'un attentat dans le RER, n'a pas été jugée attentatoire à sa dignité. Donc vous voyez, les choses vont quand même très loin. L'honneur et la considération, c'est une autre notion que la dignité, mais ça s'en rapproche. Pour que l'on considère que quelqu'un est atteint dans son honneur et sa considération, il faut avoir vraiment porté des propos dégradants à l'égard de cette personne. Dernière question, Maître Dupeux. Comment est-ce que ça se juge? Caroline Fourest, qui a vécu le procès des caricatures et de Charlie Hebdo, nous racontait que c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment le contexte, c'est vraiment on pèse chaque mot, la justice pèse chaque mot lorsqu'il s'agit de littérature, par exemple? Ah oui. Chaque mot a sa signification, chaque mot doit être replacé dans un contexte, et les lectures que l'on peut faire les uns et les autres des décisions des juridictions parisiennes, notamment lorsqu'elles sont publiées, sont extrêmement intéressantes. Elles démontrent que on replace non seulement chaque mot dans sa signification réelle, telle qu'elle est employée, mais également l'expression dans son contexte. On prend en considération le fait de savoir si, par exemple, un propos a été prononcé en direct ou s'il ne l'a pas été en direct. Ouais. On prend en considération le fait que telle ou telle personne est sous le coup d'une émotion très forte. Et on l'excuse. Si c'est un propos réfléchi et pesé. Voilà, si c'est un propos réfléchi, posé, la sanction est bien différente. Oui, il y a vraiment une analyse de texte, pour répondre à votre question, très poussée. Merci beaucoup, Jean-Yves Dupeux, d'être intervenu, de nous avoir donné ce regard du juriste. Caroline Fourest, c'est intéressant aussi peut-être de comparer, puisque on s'interroge sur le modèle français, à le comparer à d'autres modèles, et notamment au modèle américain avec ce fameux premier amendement. Oui, parce que le modèle américain, c'est vraiment une extrême liberté d'expression. Tout est à peu près permis, même quasiment pratiquement l'incitation à la haine ou la diffamation. C'est-à-dire qu'on est plus libre aux États-Unis qu'en France en matière de liberté d'expression. On est beaucoup plus libre. Nous, en France, on a trois catégories. Il y a la diffamation. Donc la diffamation, c'est examiné au regard de si celui qui a écrit et qui a diffamé a eu l'intention de nuire, l'intention compte énormément, s'il a pris des précautions ou non dans sa formulation, s'il a la véracité des faits aussi. Il y a l'incitation à la haine en raison du sexe, en raison de la religion. Si vous incitez à la haine envers quelqu'un précisément en raison de sa religion, si vous dites un tel est un musulman est un sous-être, vous êtes condamné en France. Il y a même l'incitation en raison, et j'aime beaucoup cette expression de la race vraie ou supposée. C'est très important parce que là, le tribunal dit, on ne juge pas si quelqu'un a été victime d'une incitation à la haine parce qu'il est réellement musulman ou parce qu'il est réellement, en l'occurrence, d'origine arabe ou autre. Ce qui nous intéresse, c'est l'intention du discriminant, c'est l'intention de celui qui a voulu inciter à la haine. Et puis, dernière chose, il y a effectivement un certain nombre de faits historiques sur lesquels on n'est pas censé nier la réalité des faits parce que c'est trop grave, l'extermination notamment de 6 millions de juifs pendant la Shoah et de tziganes et d'homosexuels aussi, ce sont des faits historiques sur lesquels on n'est pas mis en prison. On a le droit de le nier, on n'est pas mis en prison, mais on est symboliquement sanctionné. Et là, effectivement, c'est un débat par rapport au modèle américain qui l'autoriserait. Oui, moi je suis pas du tout d'accord avec l'interdiction de donner des opinions, ce que j'appellerais des opinions historiques, même si elles sont fausses. Je pense que l'État n'a pas à intervenir sur la question de la vérité, entre guillemets, même si elle est établie, même si la science permet de savoir... Vous pouvez avoir toujours quelqu'un qui va vous dire que Napoléon n'a pas existé. Je ne vois pas pourquoi il faudrait... Enfin bon, si Napoléon n'a pas existé, c'est moins grave. C'est beaucoup moins grave. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le fait de nier, par exemple, la Shoah, il y a en fait parfois deux types d'intentions. Il peut y avoir juste entre guillemets, mais un négationnisme de faits historiques. Et là, je ne suis pas loin de vous rejoindre. C'est-à-dire que s'il s'agit simplement de croire aux extraterrestres, de croire que l'homme n'a jamais posé le pied sur la Lune et de ne croire qu'il n'y a jamais eu de 6 millions d'exterminés, même si c'est gravissime, ça se fait dans le débat d'idées et on va le contrer par les idées. Par contre,
et c'est quand même l'idée de la loi, des lois Guesso et des lois antiracistes et anti-négation en France. En fait, on juge la négation des faits historiques avec intention d'inciter à renouveler ces faits ou de justifier ces faits, ce qui est de l'ordre de l'incitation à la haine. Chantal Delsol, puis après on va parler d'Internet, s'il vous plaît. Non, moi je suis pas d'accord, surtout que je pense qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures, parce que si vous voulez, pour reparler du négationnisme, c'est quand même assez étrange. Nous trouvons très grave le négationnisme. Bon, il faut le contrer, ça, je suis bien de votre avis. En même temps, on demande l'entrée en Europe d'un pays où non seulement où tout le monde est négationniste, il faut être négationniste. Si on n'est pas négationniste, on doit quitter le pays. La Turquie. Si on n'est pas négationniste à propos du massacre des Arméniens, je suis désolée, un Arménien vaut bien un Juif, pardonnez-moi. Tous les hommes se valent. On essaie de faire en sorte que cette négation cesse. Oui, mais enfin, c'est quand même assez extraordinaire de penser que là, on fait deux poids, deux mesures, parce que ce négationnisme-là ne nous gêne pas. C'est pas deux poids, deux mesures, c'est que personne ne légifère. La Turquie a le droit de légiférer tel qu'elle le veut. Naturellement, mais nous, on n'a pas besoin de dire qu'ils sont comme nous, qu'on est très proche d'eux. En Afrique du Sud, vous et moi, nous vivrions en Afrique du Sud. Il y aurait un mouvement de blancs révisionnistes qui montraient pour dire mais sous l'apartheid les Noirs étaient extrêmement heureux et absolument pas discriminés, peut-être qu'il y aurait dans une certaine période des lois pour réfréner ça à titre symbolique. Encore une fois, je précise que personne ne va en prison, ce sont simplement des amendes, ce qui change quand même énormément, juste d'un mot par rapport aussi aux autres modèles, aux autres pays. On a aujourd'hui dans le monde des pays où aujourd'hui on peut publier des caricatures antisémites, on peut tenir des discours totalement négationnistes et révisionnistes, c'est totalement permis. Par contre, si on critique ou on offense les sentiments religieux, on va en prison. Au Pakistan, il y a 2 étudiantes chrétiennes qui sont en prison, même parce qu'elles ont osé montrer un crucifix et que c'est considéré comme un blasphème. Oui, mais là, en public. Allez, Et elle risque la mort. Je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps pour parler d'Internet, parce que c'est un nouvel Eldorado et qu'il semble que tout y soit permis. Qu'est-ce que ça change en matière de liberté d'expression? Est-ce que ça change la donne? Parce qu'on peut s'y faire condamner aussi. Un mot là-dessus, Caroline Forest. Mais ça change tout, Internet, parce que c'est un nouvel apprentissage à avoir des règles. Oui, c'est une démocratie directe, mais dans cette démocratie directe, il y a le pire et le meilleur. Il y a beaucoup de bons, parce qu'on contrôle la censure, on voit comment ça s'est passé au moment des révoltes en Iran, on voit que des étudiants arrivent à faire passer des messages par leur téléphone, par Twitter, alors qu'avant, ça aurait pu être contrôlé par le régime. Il y a quand même des filtres de censure qui se mettent en place. Google en Chine n'est toujours pas complètement... Oui, il y a des mots-clés qui sont donc il y a quand même interdits, des filtres. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'il y a une génération qui vient qui pense que la liberté d'expression, c'est pouvoir de façon anonyme insulter, injurier, menacer, et que si jamais on dit, écoutez, nous on a envie d'avoir des débats sur des forums où les gens assument leurs propos, mettent une photo et se tiennent un tout petit peu mieux, parce que sincèrement ça nous tire tous vers le bas, c'est vécu comme de la censure. Donc il y a quand même tout un apprentissage générationnel à faire. La liberté d'expression sur Internet, Chantal moi je vois plutôt le bon côté, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ne pouvaient pas s'exprimer, qui peuvent s'exprimer. Alors bien sûr, comme vous dites, il y a de tout, mais je trouve que c'est très bénéfique au fond. Il y a une autorégulation qui est à souhaiter. Par exemple, moi je trouve très positif qu'on soit passé de forums anonymes entièrement à Facebook. Parce que Facebook, même si on peut toujours mettre des fausses identités, les gens sont plus avec leurs photos, tiennent des propos plus constructifs. Donc ça permet l'avantage des deux modèles, la liberté et la responsabilité. Voilà, Internet c'est un lieu aussi où vous pouvez évidemment retrouver ce débat qui s'achève. Merci à vous deux d'être venus parler de la liberté d'expression. Et Caroline, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème autour du modèle français. On va marquer une page de pub, restez avec nous pour 24 heures en France. Dans un lycée de Beauvais, on est passé tout près d'un drame. Un adolescent a fait éruption hier avec un fusil pour tuer ses professeurs.